Pues vamos a comenzar, si os parece. Buenos días, soy Silvia Carrasco, la directora de Diálogo. Algunos me conocéis y otros menos. Primero voy a dar la bienvenida como directora de Diálogo y luego empezaremos la conversación de la primera mesa redonda con la ministra francesa Agnès Buzyn. Diálogo es una asociación de amistad hispano-francesa que tiene 41 años de existencia y siempre procura organizar coloquios que intentan reforzar Europa gracias al vínculo hispano-francés y, por lo tanto, intentamos tratar temas, digamos, que son objeto de políticas públicas, que son, digamos, que importan a los dos países. En este caso llevábamos mucho tiempo queriendo hablar de salud, de sistemas de salud, de sanidad, y por eso hemos organizado este encuentro un poco miradas cruzadas entre una primera mesa redonda con la exministra francesa de Salud y en una segunda mesa redonda con doctores prestigiosos de la sanidad española, que será en la segunda tanda después de la pausa café. Vamos, por lo tanto, os doy las gracias a todos los que han hecho posible este coloquio, y empiezo dándole las gracias a Agnès Buzyn, exministra francesa de Solidaridades y Salud, consejera en servicio ahora mismo extraordinario en el Tribunal de Cuentas, que ha hecho el desplazamiento entre conferencia y conferencia, viaja mucho y nos ha dejado un hueco para conversar con nosotros y poder exponer pues un poco cuál es lo que está en juego en la sanidad francesa. Os digo de antemano, no voy a leer su extensísima biografía, pero ha ejercido cargos de mucha importancia. De memoria digo, por ejemplo, el equivalente al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, además de ser ministra de Salud. Ha dirigido un hospital, en fin, encontraréis en la página web de Diálogo su extensa biografía. Prefiero dedicar los minutos que tenemos a entrar de lleno en la conversación y hablar, y la primera pregunta, Madame Buzyn, es ¿cuáles serían las características principales del sistema de salud francés? Merci beaucoup. Je vais parler en français. Je vous prie de m'excuser, je ne parle pas espagnol. Et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, vous me posez une question sur le système de santé français. En réalité, le système de santé français fait face aux mêmes difficultés que beaucoup de systèmes de santé dans le monde. Notre système de santé a été bâti après la guerre, essentiellement autour d'hôpitaux pour traiter. Vous m'entendez? Oui, c'est bizarre. Pour traiter. Oui, c'est peut-être le casque. Oui. Pour traiter des maladies aiguës chez des personnes qui généralement mourraient relativement jeunes, autour de 65-70 ans. Et nous faisons face, comme tous les pays du monde. Est-ce que ça marche mieux? Oui. Donc, nous faisons face maintenant, comme tous les pays du monde, à un vieillissement de la population. En 2 générations, la population mondiale a gagné 20 ans d'allongement de la durée de vie. Et donc, des populations qui... Je vais peut-être prendre votre micro à vous. On change de place. On échange simplement de micro. On va voir si ça marche. Oui, parce que ça fait un peu... C'est bizarre, voilà, ça marche mieux. Donc des populations qui vivaient en Afrique jusqu'à 40 ans vivent maintenant jusqu'à 60, et des populations en Occident qui vivaient jusqu'à 65 ans vivent jusqu'à 85 ans. Et de ce changement démographique majeur de la population mondiale s'accompagne un changement épidémiologique, c'est-à-dire un changement dans les maladies que nous avons à traiter, puisque nous passons
d'un siècle de maladies aiguës, souvent infectieuses ou d'accidents, où nous avions besoin d'hospitalisation, vers des pathologies chroniques chez des gens de plus en plus âgés et de moins en moins mobiles. Et donc, nous avons à transformer notre système de santé pour s'adapter à ces réalités démographiques et épidémiologiques. Et souvent, en France, on parle de la crise du système de santé, avec la difficulté d'accès aux soins, la mauvaise organisation. En réalité, notre système de santé français n'est pas en crise. Une crise veut dire quelque chose de brutal, d'inattendu, et vous cherchez à revenir à l'état antérieur. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes en transition, en transformation profonde d'un système de santé des années 50 vers un système de santé qui répond aux enjeux du XXIe siècle. Et cette transition, elle est longue, elle se fait sur une trentaine d'années. Elle est douloureuse parce qu'il y a beaucoup de vents contraires, beaucoup d'opposition. Beaucoup de gens ne comprennent pas que nous n'allons pas revenir à l'état antérieur. Ils s'attendent à avoir de nouveau leur médecin traitant dans leur village, mais ça ne correspond pas aux nouvelles organisations que nous souhaitons mettre en place. Donc nous avons beaucoup d'opposition venant des maires, par exemple, des communes rurales. Et nous avons besoin d'expliquer comment va être ce système de santé nouveau, organisé sur les pathologies chroniques, les personnes âgées, et qui nécessite ce qu'on appelle la pluriprofessionnalité, c'est-à-dire des professionnels de santé qui travaillent ensemble. Je suis désolée parce que c'est moi qui dois... Alors, je m'éloigne. Oui, je parle trop près. En fait, je vais parler... Vous m'entendez là? Oui, donc je vais arrêter de souffler dans le micro. Parfait. C'est bon? Mais je m'éloigne. OK. Désolée. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui de professionnels qui s'organisent entre eux, entre des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmiers, des pharmaciens, pour prendre en charge des populations atteintes de pathologies chroniques et en perte d'autonomie, dépendantes pour beaucoup. C'est un modèle nouveau, c'est pour ça que nous avons créé ce qu'on appelle les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui cherchent à penser le parcours de soins des personnes malades, plutôt que de laisser les personnes malades chercher un kinésithérapeute, un infirmier. Donc voilà, c'est une organisation nouvelle qui se met en place et qui fait l'objet évidemment de beaucoup d'opposition parmi même les professionnels qui ne comprennent pas forcément ce genre d'organisation. Alors les jeunes professionnels s'engagent par contre, ils sont très volontaristes, ils ont envie de changer leur façon de pratiquer la médecine, mais les professionnels plus âgés n'ont pas forcément envie de changer leur pratique, voire leur mode de rémunération, puisque tout ça s'accompagne également d'un changement du modèle de rémunération des professionnels qui vise à moins rémunérer à l'acte ou à la consultation et à plus rémunérer la prise en charge d'une population ou la prise en charge d'un parcours de soins avec différents professionnels qui interviennent. Donc c'est une transformation du modèle organisationnel, mais aussi du modèle financier de la médecine. Ok. Alors, pendant la préparation de cette conversation, nous parlions hier soir des jeunes médecins. Il y a une pénurie de médecins en France, dans tout le monde. Et en plus de ça, on dirait qu'ils ont d'autres options de vie. Est-ce que vous pouvez un petit peu élargir décrire un petit peu la situation en France? Vous avez tout à fait raison. En face de ce changement démographique, on a aussi un changement profond dans la façon dont les professionnels veulent exercer leur métier. Les jeunes professionnels, pas seulement les médecins d'ailleurs, veulent mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle, et donc ont tendance à moins travailler en termes d'horaire. Alors, ils travaillent quand même en général plus que la population française, que la moyenne de la population française. Ils ont plutôt, évidemment, plus que les 35 heures officielles, bien plus,
mais ils travaillent beaucoup moins que les professionnels des années 80. Beaucoup de jeunes s'installent, par exemple, sur 2 ou 3 jours d'activité par semaine, ou 4 jours, mais pas 5 ou 6. Et donc, en réalité, même si le nombre de médecins était le même que dans les années 2000, le temps médical disponible pour la population n'est pas suffisant. Alors, je vais revenir sur la pénurie de médecins, la pénurie de soignants. C'est un problème mondial. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il manque 18 millions de soignants dans le monde. Donc, le monde entier est une forme de désert médical. Alors, plus ou moins selon les pays. Les pays ont formé plus ou moins de professionnels, mais beaucoup de pays européens ont ce qu'on appelle des déserts médicaux. Par exemple, l'Angleterre a 2 fois moins de médecins par habitant que la France. Donc, on comprend les listes d'attente pour la chirurgie, les difficultés d'accès aux soins des Anglais. Je n'ai pas les chiffres pour l'Espagne, malheureusement, mais en France, nous avons souffert de 2 phénomènes qui sont synergiques. D'une part, que nous n'avons en général pas anticipé le vieillissement de la population et donc l'augmentation des besoins en termes de temps médical. Mais en plus, nous avons mis en place, dans les années 80, un numerus clausus, c'est-à-dire une réduction importante du nombre de médecins formés. Pendant 20 ans, nous avons formé moins de 4 000 médecins par an, alors qu'on aurait dû en former 10 ou 12 000. Et donc aujourd'hui, nous avons un creux, un très grand creux de la démographie médicale qui explique les difficultés d'accès aux soins. Tous les anciens médecins formés dans les années 60 partent à la retraite et nous n'avons pas formé de jeunes médecins pour compenser. Et nous n'atteindrons un nombre suffisant de médecins que dans les années 2030-2035. Donc pendant 10 ans, la population française, évidemment, souffre d'une difficulté d'accès aux soins. Et c'est la raison pour laquelle nous avons délégué beaucoup de tâches médicales à d'autres professionnels, notamment les dépistages des cancers qui peuvent être proposés par les pharmaciens, notamment la prescription d'antibiotiques pour les angines et les cystites, les infections urinaires. Pourquoi ? Parce que ça correspond à beaucoup de consultations par an, l'angine et la cystite. Et en réalité, si vous faites un test urinaire ou une bandelette dans la gorge, vous savez si l'infection est bactérienne ou virale. Si elle est bactérienne, aujourd'hui en France, la loi permet aux pharmaciens de délivrer des antibiotiques sans passer par une ordonnance médicale. Donc on fait gagner du temps aux médecins en donnant des tâches aux infirmières, aux pharmaciens. Aux pharmaciens, par exemple, j'ai permis la vaccination en 2018. Ça nous a sauvés pendant le Covid, parce que tous les pharmaciens de France pouvaient vacciner. Et donc, ça permet au fur et à mesure de donner plus de tâches de santé publique, de dépistage, d'actes simples à d'autres professionnels et de réserver le temps médical vraiment sur la valeur ajoutée de la mission d'un médecin pour passer ce cap terrible des 10 ans sans médecin lié au numerus clausus des années 1980. Alors c'est justement ce que je me disais, c'est-à-dire que on a besoin de passer au moins 5-10 ans pour compenser. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, les universités de médecine françaises admettent le nombre suffisant d'élèves pour compenser ? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Oui, alors j'ai supprimé le numerus clausus, donc cette fameuse limite en arrivant au ministère, je l'ai supprimé par la loi. Pour autant, on a senti que les doyens des facultés de médecine n'ont pas voulu ouvrir largement. Ils se sont un peu opposés à cette réforme. En réalité, ils voulaient plus d'argent, et c'est normal. Si on forme plus d'étudiants, on a besoin d'un budget. Et surtout, cette réforme est arrivée juste au moment où l'épidémie de Covid a commencé. Et donc, les facultés de médecine ont été évidemment très occupés. Les médecins qui enseignent ont été occupés par le Covid. Donc la réforme s'est mal mise en place. Aujourd'hui, on forme autour de 10 à 12 000 médecins par an. Nous allons rattraper
en 2030 le nombre nécessaire de médecins, mais je pense qu'il en faudra encore plus pour compenser cette nouvelle pratique de la médecine et pour donner aux Français le temps médical dont ils ont besoin face à une population qui vieillit et qui est de plus en plus atteinte de pathologies chroniques. Donc en réalité, ce problème-là est un problème mondial. Nous n'avons pas formé assez de médecins dans le monde pour le vieillissement de la population mondiale. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'en 2 générations, on a gagné 20 ans de durée de vie, mais on a aussi doublé la population mondiale. On est passé de 4 milliards à 9 milliards d'habitants. Donc les besoins en médecins, mais aussi en médicaments, ont énormément augmenté dans le monde. Il y a 3 milliards de personnes qui sont sorties de la grande pauvreté en 2 générations et qui aujourd'hui consomment des soins médicaux, consomment des médicaments. Et donc personne, aucun pays dans le monde n'a augmenté d'un facteur 3 ou 4 ou 5 le nombre de médecins formés ou le nombre d'usines qui fabriquent des médicaments. D'où les pénuries permanentes de médicaments un peu partout dans le monde. Nous n'avons pas pensé le système face à une augmentation démographique incroyable en l'espace de 40 ans. Est-ce que la France a un pourcentage de médecins étrangers ou facilite l'arrivée de médecins étrangers? Et comment se fait l'adaptation? C'est-à-dire, est-ce que l'homologation des diplômes est difficile? Comment ça se passe? Alors, en tant qu'Européens, tous les diplômes sont reconnus entre pays d'Europe. Donc, un médecin espagnol ou allemand peut tout à fait exercer en France. Le problème, c'est les diplômes hors Union européenne. Et de façon incroyable, alors je ne sais pas si c'est pareil en Espagne, de façon incroyable, la reconnaissance d'un diplôme de médecin passe par le Quai d'Orsay, c'est-à-dire par le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que s'il y a un accord entre pays pour que, par exemple, la Syrie reconnaisse les diplômes français, nous reconnaîtrons les diplômes syriens. Comme les États-Unis ne reconnaissent pas le diplôme français, nous ne reconnaissons pas les diplômes américains. Donc nous avons en fait des niveaux de diplômes qui dépendent d'accords du ministère des Affaires étrangères, mais pas du tout du niveau d'études et de compétences. Et donc nous avons un certain nombre de médecins qui arrivent de pays hors Union européenne avec des degrés de compétences extrêmement variables. Donc nous en avons des excellents, mais vraiment excellents, parce qu'ils ont été formés, qu'ils ont appris sur le tas. Et puis nous en avons des moins bons. Nous avons énormément d'hôpitaux qui fonctionnent avec des médecins étrangers. Et nous avons mis en place une sorte de parrainage de ces médecins pendant 2-3 ans, de façon à vérifier que leur niveau de compétence atteint la qualité requise. Certains sont amenés à passer des examens, pas tous. En tous les cas, il y a maintenant une vigilance sur la qualité des diplômes. Et malheureusement, pendant très longtemps, ces médecins ont été payés un salaire inférieur que celui des médecins français. Ça n'est pas raisonnable. Et aujourd'hui, nous avons tendance à rendre équivalent pour mission équivalente les salaires. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est plus attractive pour les médecins étrangers hors Union européenne, comme elle l'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les médecins formés en Afrique ou en Asie voulaient venir en France parce qu'ils n'avaient pas de lieu d'exercice suffisamment de qualité pour exercer dans leur pays. Aujourd'hui, parce qu'il y a des classes moyennes qui ont des assurances privées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, si vous voyagez dans ces pays, vous voyez des cliniques privées high-tech, vraiment, et les chirurgiens du Maghreb ne veulent plus venir en France. En fait, ils ont l'occasion d'exercer dans leur pays. Ou alors, pire encore, aujourd'hui, il y a une telle compétition internationale pour recruter des médecins que nos médecins sont recrutés par les pays du Golfe à $100 000 par mois. À $100 000 par mois. Et donc, nous avons des médecins français qui quittent la France parce que cette pénurie de médecins étant mondiale, il y a une compétition mondiale sur les salaires. Et aujourd'hui, ce n'est pas la France qui est le pays le plus attractif pour les salaires, notamment.
Alors, on a parlé de médecins. J'aimerais parler un petit peu maintenant de médicaments. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On l'a vu évidemment pendant le Covid, surtout un petit peu après le Covid. Il y a eu une pénurie de médicaments et on s'est rendu compte que beaucoup de médicaments étaient produits à l'étranger, dans des pays en développement. Quelle est la situation maintenant en France et en Europe, que j'imagine que vous connaissez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est un enjeu de souveraineté européen. C'est un enjeu majeur. Lorsque j'étais ministre, nous avons eu, au début de mon mandat, en 2017, nous avions autour de 50 ruptures de médicaments par an. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 1000 par an. L'industrie pharmaceutique nous explique régulièrement que c'est parce que la France refuse de payer les médicaments assez chers. C'est une fausse excuse. La réalité, c'est qu'il y a eu, à cause de la mondialisation, il y a une vingtaine d'années, une centralisation des pays qui fabriquent ce qu'on appelle les principes actifs des médicaments. Principe actif, c'est la molécule chimique qui va rentrer dans la composition d'un médicament. Et comme c'est de la chimie lourde, les normes européennes environnementales sur la pollution de l'air ont abouti à ce que ces usines de chimie soient délocalisées en Chine et en Inde. Donc en fait, nous avons délocalisé notre pollution. Alors on reproche beaucoup à la Chine et à l'Inde de polluer, mais c'est parce qu'en réalité, nous refusons d'avoir ces usines sur notre sol. Et petit à petit, on s'est rendu compte, mais on l'a appris très tard en fait, que certains médicaments qui sont produits par différents fabricants, comme les corticoïdes ou le paracétamol, en réalité, le principe actif n'est produit que dans une seule usine au monde, en Chine ou en Inde. Et que lorsqu'il y a un problème dans cette usine, un incendie, une contamination bactérienne, la production s'arrête et finalement toute la production mondiale s'arrête. Donc nous avons comme enjeu non pas tellement de garder l'industrie pharmaceutique sur notre sol, mais de rapatrier l'industrie chimique, c'est-à-dire la fabrication des principes actifs qui sont à l'origine du médicament. C'est ça l'enjeu, et les gens ne comprennent pas bien. Aujourd'hui, il y a par exemple un débat en France sur la délocalisation, ou plutôt la vente, d'une usine de fabrication de Doliprane. Doliprane, c'est du paracétamol contre la fièvre et les douleurs, qui est une usine Sanofi. Sanofi est en train de vendre son usine à un fonds de pension américain. Et il y a eu beaucoup de débats dans la presse. Moi, je pense que l'enjeu n'est pas que nous gardions une fabrication de Doliprane en France. L'enjeu, c'est que le paracétamol, le principe actif, soit rapatrié sur une usine française. Donc voilà, je pense qu'on n'explique pas suffisamment qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir en Europe un nombre suffisamment important d'usines qui fabriquent les principes actifs des médicaments indispensables. L'Organisation mondiale de la santé publie chaque année une liste de médicaments indispensables. Les corticoïdes, l'adrénaline, les chimiothérapies. Nous avons besoin que ces principes actifs de ces 40 médicaments indispensables pour vivre soient fabriqués en Europe. Aucun pays européen n'a suffisamment de budget et d'industrie pour être souverain tout seul. La France ne va pas produire seule les 40 principes actifs indispensables. Il faut qu'il y ait une politique européenne réfléchie au niveau de la Commission européenne pour être capable d'assurer aux citoyens européens la production et donc la souveraineté des principes actifs indispensables à notre survie. Je dirais que le paracétamol n'est pas un principe actif indispensable. On peut vivre en ayant de la fièvre et des douleurs. Il y a d'autres molécules qui sont totalement indispensables à la vie. Et celles-là, nous ne pouvons pas les laisser partir. On en apprend des choses. C'est extrêmement intéressant. Alors, le secteur de la santé, c'est, je ne sais pas quel pourcentage du PIB, mais vous allez peut-être me le dire. Comment faire vivre ce secteur? Comment dynamiser un secteur pour créer en même temps de la richesse, de l'emploi qualifié
et améliorer la qualité de vie, parce que c'est une combinaison difficile à... Vous parlez de l'efficience. Voilà. Alors, on va parler du budget de la santé, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Aujourd'hui, les pays de l'OCDE dépensent en moyenne 9% de leur PIB sur la santé. Ça va de 17% pour les États-Unis, avec un des plus mauvais systèmes de santé au monde, très peu efficient, une mortalité évitable très importante, un système qui est trop privé, trop financiarisé et avec une très mauvaise qualité de médecine à l'arrivée. Je pense qu'il y a ici des médecins qui comprennent de ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'actes inutiles, beaucoup de dépenses inutiles. Donc, ça n'est pas parce qu'on dépense beaucoup qu'on fait bien. La France dépense 11,9%, presque 12% de son PIB. C'est le 3e pays en termes de dépenses des pays de l'OCDE. Il y a juste l'Allemagne qui est devant nous avec 12,1%. Donc, l'Allemagne et la France sont pratiquement identiques. Le problème que nous avons, et c'est un problème international, c'est que comme la population vieillit, qu'elle reste en vie plus longtemps, qu'elle a les maladies chroniques, nous avons besoin de dépenser de plus en plus pour la santé. Et en moyenne, si on suit la pente naturelle de la démographie, tous les pays du monde devraient dépenser 4% de plus pour la santé chaque année. Donc le budget de la santé, s'il suit simplement la démographie, doit augmenter de 4% par an. Ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable. Par exemple, pour un pays comme la France, si on laisse les dépenses de santé évoluer comme la démographie le demande, ça veut dire que dans 20 ans, 20% de notre PIB sera alloué à la santé. C'est-à-dire qu'on va avoir des dépenses de santé qui augmentent beaucoup plus vite que le PIB du pays, parce que la croissance des pays européens, elle est entre 1 et 2%. Donc nous avons des dépenses de santé qui augmentent plus vite que la croissance de nos pays. Ça n'est pas tenable. Pourquoi ça n'est pas tenable? Parce que nous avons besoin de dépenser plus pour l'éducation, nous avons besoin de dépenser plus pour la recherche fondamentale, nous avons peut-être besoin de dépenser plus pour l'armée, pour la sécurité, pour la justice. Donc si la part des dépenses de santé augmente chaque année par rapport au PIB, ça sera au détriment de l'éducation, de la sécurité, et donc ça n'est pas possible. Donc je pense que 12% pour la France, c'est bien, et je pense qu'il va donc falloir rester à ce niveau et donc contraindre cette augmentation de 4% par an pour qu'elle rejoigne les 1% de croissance du pays. Ça veut dire contraindre de 2 à 3% les dépenses naturelles chaque année. Ça veut dire faire des économies sur le système de 2 à 3%. Et pour autant, on va quand même laisser augmenter de 1 à 2% par an les dépenses. Donc ce n'est pas une économie réelle, c'est une moindre augmentation par rapport à la tendance naturelle. Comment on fait des économies sur un système de santé? Alors là, il y a beaucoup de pistes. Il y a évidemment les prix des médicaments, faire une pression sur l'industrie. Il y a mieux organiser le système pour éviter la multiplication des actes. Avoir un système plus efficient veut dire repenser les organisations et repenser les modes de rémunération des professionnels de santé aussi. Donc c'est cette transformation aujourd'hui qu'on met en œuvre dans notre pays. Repenser également l'organisation des hôpitaux, favoriser des petits hôpitaux de proximité qui ne font pas tous les actes, qui ne font pas de la chirurgie, et organiser des hôpitaux de recours plus efficients avec des grands plateaux chirurgicaux ou d'actes invasifs comme la radiologie interventionnelle, par exemple. Donc nous réorganisons le système en profondeur pour augmenter l'efficience de nos organisations et permettre de garder nos dépenses de santé autour de 12% de notre PIB. 3e pays au monde en termes de dépenses. On ne peut pas demander toujours plus, toujours plus. Il faut penser les choses autrement. Ça sera intéressant après de voir sur la 2e table ronde, un peu de comparer quelques chiffres. On verra ça, ça va être bien, ce regard croisé. Quel va être justement,
pour avoir plus d'efficience? Et est-ce que l'intelligence artificielle, la numérisation, la télémédecine, est-ce que ça peut réellement jouer un rôle? Moi, je pense que c'est évidemment un outil extraordinaire pour l'efficience de notre système et pour la qualité des soins. C'est pas juste l'efficience budgétaire. Une efficience, ça veut aussi dire la qualité. C'est pas que des économies, l'efficience. Attention, hein, je suis pas une économiste, je suis médecin. Donc, ce qui compte pour moi, c'est que les gens soient bien soignés. Alors, je suis certaine que l'intelligence artificielle aujourd'hui va produire un gap, enfin une augmentation invraisemblable de la qualité des soins en termes de capacité diagnostique, en termes d'orientation pour les médecins, pour les prescriptions. Ça va éviter énormément de dépenses inutiles. On le sait, voilà, la médecine devient de plus en plus spécialisée, de plus en plus complexe. Et pour ça, l'intelligence artificielle va être un outil pour les médecins, comme la radiologie a été un outil, comme la biologie a été un outil à un moment pour faire mieux et éviter des diagnostics uniquement cliniques et très peu robustes. Donc, on a amélioré la qualité avec des outils biologiques, radiologiques. Le numérique va être un nouvel outil et on va faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite en évitant des faux diagnostics, en évitant des errances diagnostiques. Après, le numérique, c'est aussi une façon d'avoir des parcours de soins plus partagés. On peut mettre le dossier médical en partage entre les médecins pour éviter de refaire un scanner, pour éviter de refaire des actes inutiles qui ont déjà été faits à l'hôpital. Donc, nous avons maintenant ce dossier médical partagé numérique, ce qu'on appelle l'espace numérique en santé, que j'ai mis dans la loi. Et dans cet espace numérique en santé, j'ai donné la possibilité aux malades et aux médecins de mettre des applications de suivi, par exemple, application de suivi d'un diabète ou application de suivi d'une insuffisance cardiaque, pour améliorer aussi le suivi à distance des pathologies chroniques chez des gens qui sont aujourd'hui de moins en moins mobiles à cause de l'âge. Donc voilà, on a les outils numériques qui vont être, à mon avis, un gain formidable de qualité des soins et donc d'efficience du système. Alors, et la recherche dans tout ça? Parce que, effectivement, tout ça, il faut faire des arbitrages. Vous parliez tout à l'heure de maintenir un certain niveau de dépenses de santé, à peu près aux alentours de 12% du PIB. Mais pour progresser et pour aider à combler ce manque de médecins et les conséquences de ce manque de médecins jusqu'à, on va dire, 2030 pour être optimiste, ou 2035, pour l'avenir, il faut investir en recherche. Comment on fait? Vous avez assisté à des conseils de ministres. Comment se font ces arbitrages? C'est pas facile, j'imagine. Alors, c'est très difficile. D'abord, je ne sais pas comment la recherche fondamentale est vue en Espagne, mais en France, les politiques connaissent très mal la recherche. C'est un monde qui leur est étranger. Ils connaissent l'économie, ils connaissent la politique, ils connaissent le logement, ils connaissent l'agriculture. Mais alors, la recherche, c'est quelque part, il y a très peu de scientifiques dans l'administration centrale, très peu de scientifiques au Parlement ou au Sénat, très peu en politique. Et donc, il y a malheureusement en France de moins en moins d'investissements dans la recherche fondamentale. Et donc, nous perdons une capacité de produire de la connaissance, de produire des brevets, et donc de produire de la croissance à terme. La richesse d'un pays, ce sont les brevets. Donc, je suis très inquiète aujourd'hui de cette évolution du budget de la France, avec de moins en moins de budget pour la recherche. Mais au-delà de ça, et parce qu'on parle de l'efficience du système de santé, je pense que la France n'a pas suffisamment investi dans la recherche en prévention. Or, si nous voulons réduire les coûts de la santé, il faut aussi prévenir mieux les maladies chroniques. Et beaucoup de pays font beaucoup mieux que la France. Nous avons tout centré sur les soins, la guérison, les médicaments, et nous avons très peu de recherche publique sur les interventions de santé publique. Comment faire en sorte que les gens marchent plus? Comment faire en sorte que les gens arrêtent de fumer? Nous avons en France toujours 25% de prévalence du tabagisme.
C'est beaucoup plus que l'Angleterre. L'Angleterre a réussi à diminuer drastiquement le nombre de fumeurs parce qu'ils font beaucoup de recherches, ce qu'on appelle la recherche interventionnelle, celle qui s'applique aux populations. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui une voie très importante pour améliorer l'état de santé d'une population, réduire les coûts. Le problème, c'est que c'est une dépense immédiate qui donne des résultats dans 30 ou 40 ans. Et ça, les politiques ont du mal à investir sur le long terme. On choisit en général le court terme. Et par rapport à une population qui veut accéder aux derniers médicaments innovants, comment arbitrer entre un médicament innovant qui va coûter 1 million d'euros par an pour traiter une maladie génétique rare et le fait d'investir dans des politiques de sport et d'activité physique. En fait, les arbitrages sont en général, malheureusement, les arbitrages de court terme qui gagnent. C'est bien la différence entre des hommes politiques et des hommes d'État. C'est de faire la différence entre une politique de court terme et celle qui est vraiment utile à long terme. Alors, une question sur l'hôpital. L'hôpital en France a été le joyau de la santé en France pendant longtemps. Quels sont les défis actuels pour les hôpitaux français? Parce que je crois qu'il y a une différence, on m'a soufflé, n'est-ce pas? Il y a une différence entre le système en Espagne et le système en France. Donc, si vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'état actuel des choses. Alors, le système français est un système d'État. Il n'y a pas de régionalisation de la santé. Il n'y a pas de compétences santé données aux collectivités territoriales. Donc, c'est l'État qui vise à homogénéiser la qualité des hôpitaux, la qualité des soins, même si aujourd'hui, il y a une grande disparité entre les zones rurales et les zones urbaines sur l'accès aux soins. Mais pour les hôpitaux, le défi est un défi d'investissement pour les hôpitaux publics. On parlera ensuite peut-être de la financiarisation de la santé, qui est un défi, Absolument. Je pense, partout dans le monde et notamment en France. Mais aujourd'hui, les hôpitaux, pour des raisons... alors, je l'explique dans mon livre. Alors, pour ceux qui ont envie de lire le livre, il y a un chapitre entier dédié au système de santé à la date du 11 janvier. Voilà, c'est mon journal. On va en parler. Je fais une parenthèse. Oui. Ça, c'est le journal pendant la pandémie. On va en parler parce que c'est très intéressant. Je décrypte en fait les difficultés du système de santé, qui est des difficultés plutôt mondiales. Donc, en fait, la santé en France, le budget de la santé est voté par le Parlement. Chaque année, nous avons une enveloppe allouée au système de santé. Et dans cette enveloppe, il y a toutes les dépenses, les hôpitaux, la médecine de ville, les arrêts de travail, les transports. Et pendant des années, la médecine de ville a consommé beaucoup de budget de l'enveloppe. Et donc, on a réduit la part allouée aux hôpitaux publics. Et donc, les hôpitaux publics, depuis les années 2000, se sont endettés pour pouvoir investir, pour pouvoir payer des machines. Et donc, quand je suis arrivée, les hôpitaux publics avaient 30 milliards de dettes. 30 milliards de dettes. Et des dettes parfois très difficiles à rembourser, des dettes avec des taux d'intérêt très élevés. Et donc, ils n'étaient plus capables d'investir dans du matériel de qualité. Et quand vous n'investissez plus, les médecins s'en vont. Parce que les médecins, ou même tous les professionnels de santé, ont besoin de faire bien leur métier. Et quand ils ont l'impression qu'on ne leur donne pas les moyens de bien faire leur métier, ils préfèrent partir dans le privé, même s'ils ont le sens du service public, parce qu'ils n'ont pas le dernier robot chirurgical, parce qu'ils n'ont pas la machine qui permet de bien faire la fibroscopie gastrique. Et à la fin, moi je pense qu'on a tort de penser que les professionnels de santé restent à l'hôpital uniquement pour les salaires. Je ne le crois pas. Ils restent aussi parce qu'ils veulent faire de la bonne médecine. Donc, la politique que j'ai faite a été d'essayer de réinvestir, de redonner de la marge d'investissement aux hôpitaux publics pour se moderniser. Après le Covid, il y a eu une telle souffrance des professionnels de santé que les gouvernements qui ont suivi ont pris le budget que j'avais mis de côté pour donner des salaires. Je pense que c'était une erreur. Alors,
évidemment, ce n'est pas une erreur de bien payer les professionnels de santé, de mieux payer les infirmières. Mais je pense qu'ils auraient dû garder une partie pour réinvestir dans les hôpitaux publics. Ça, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le défi principal. Nous avons une médecine publique de très grande qualité en France. Nous avons vraiment des professionnels extrêmement bien formés dans les centres hospitaliers universitaires. Mais il faut leur donner envie de rester. Et envie de rester, c'est les considérer, c'est les respecter et leur donner un outil de travail à la hauteur de la qualité de la médecine qu'ils font. Donc c'est ça le défi. Après, nous avons un défi de financiarisation. Alors ça, c'est plutôt sur le secteur privé. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que depuis 5 ans à peu près, les fonds de pension américains, les grands fonds de pension qui ont beaucoup d'argent, rachètent tous les hôpitaux privés, les cliniques privées, mettent beaucoup de pression sur ces cliniques pour faire du chiffre, pour faire de l'activité. Mais ils sont aussi en train de racheter les laboratoires de biologie. Ils sont aussi en train de racheter les cabinets de radiologie, les cabinets dentaires. Et on voit que, comme la médecine française est très bien couverte par l'assurance nationale, qu'on appelle la sécurité sociale, l'assurance maladie, comme nous avons une médecine qui est couverte à 80% par notre assurance publique, les fonds de pension considèrent que c'est sans risque d'investir dans la médecine française. Ils sont sûrs d'être remboursés pour les actes. Et donc c'est un vrai problème parce qu'avec notre argent public, avec nos cotisations sociales qui payent la sécurité sociale, aujourd'hui, nous alimentons les profits de fonds de pension américains. Et nous ne savons pas comment faire. Donc c'est un grand débat en France aujourd'hui sur comment réguler la financiarisation. Et d'un autre côté, nous avons besoin aussi de cet argent frais pour investir. Et le secteur, la dette française est telle aujourd'hui, nous sommes un pays tellement pauvre aujourd'hui, tellement endetté, que nous n'avons pas non plus les moyens d'investir de l'argent frais. Donc il faut qu'on trouve un équilibre entre un investissement étranger éventuellement, mais une régulation pour que ce ne soit pas nos cotisations sociales qui aujourd'hui alimentent les fonds de pension américains. Waouh. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la pandémie, surtout pour en tirer les conséquences. Dites-nous ce que vous voulez de votre expérience, mais surtout des leçons qu'on peut en tirer pour éviter des situations similaires à l'avenir. Et comment vous voyez, si vous avez une perspective sur les virus qui peuvent ou non réapparaître ou pas. Ne nous faites pas peur, hein, mais... Alors, il se trouve que hier, j'ai fait, avant-hier, un grand cours à Sciences Po Paris sur ces questions-là, donc je l'ai bien en tête. En réalité, pour des raisons liées à la population mondiale, liées au changement climatique, il y a de plus en plus de contact, en fait, entre des animaux sauvages, je pense aux chauves-souris, je pense à d'autres animaux, les rongeurs, etc., et la population. Il y a aussi des modes de vie, notamment en Chine, où on consomme beaucoup d'animaux sauvages, qui favorisent le fait qu'on a beaucoup de risques de voir émerger des virus un peu inattendus. Et il y a aussi les modes d'élevage, notamment en Chine, avec des élevages immenses de poulets, où il y a des millions de poulets ou de porcs, qui favorisent l'apparition de mutations de virus et d'expansion de virus. Donc, nous sommes face à une situation où le nombre d'épidémies, de outbreaks, c'est-à-dire d'émergence de virus, ne fait qu'augmenter. Il faut savoir, par exemple, qu'entre 2011 et 2018, l'Organisation mondiale de la santé a identifié plus de 1400 départs d'épidémies. Alors, tous ne donnent pas des pandémies. On n'en a eu que 2. Il n'y a eu que la grippe H1N1 en 2008-2009 et la pandémie de Covid. Donc, tous les virus ne sont pas amenés à se diffuser comme un virus respiratoire. Cependant, le risque d'épidémie augmente et il s'accélère. Quand on voit, alors je n'ai pas de diapositive évidemment, mais quand on voit les émergences épidémiques, c'est invraisemblable. Et c'est dans tous les pays.
En France, par exemple, nous avons des épidémies de méningite dans les universités parce que les jeunes ne sont pas couverts, pas vaccinés. Nous avons des épidémies de rougeole, mais vous avez en Afrique du choléra, vous avez en Asie un virus terriblement mortel, plus mortel que Ebola, qui s'appelle Nipah, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan. Donc en réalité, nous sommes face à un bouillon de culture mondiale et un risque d'émergence épidémique qui s'accélère. Le problème, c'est que... le directeur général de la santé, de l'OMS, dit toujours, quand il parle de la pandémie de Covid, le monde n'était pas préparé. Je pense que c'est totalement faux. Cela faisait 20 ans que les pays se préparaient à des pandémies, avec des scénarios, avec un traité mondial qui s'appelle le Règlement sanitaire international, qui est un règlement de 400 pages, que tous les pays doivent mettre en œuvre pour protéger leurs frontières, pour savoir quoi faire en cas d'épidémie. Donc en réalité, vous avez dans tous les ministères de la santé du monde des équipes entières qui s'occupent du règlement sanitaire international, qui mettent en œuvre des procédures, qui se préparent. Et pourtant, l'épidémie est arrivée, la pandémie est arrivée. Moi, je considère que, en tous les cas, les pays européens étaient préparés, mais nous avons eu à faire face à plusieurs problèmes. D'abord, les autorités chinoises qui n'ont pas été transparentes au départ. Elles ont appris très tôt qu'il y avait une transmission entre humains du virus, que ce n'était pas simplement un virus qu'on attrapait dans le marché aux poissons de Wuhan, mais bien un virus avec un risque de transmission d'homme à homme. Et ça, évidemment, c'est un déterminant majeur d'un risque mondial. Ils ne l'ont pas dit, ils l'ont caché jusqu'au 21 janvier. Je pense que si on l'avait su en décembre, s'ils l'avaient dit en décembre, au moment où ils l'ont identifié, nous aurions eu plus de temps pour nous préparer. Deuxièmement, je pense que l'Organisation mondiale de la santé est une organisation très politique. Il se trouve qu'après avoir été ministre, je suis partie 2 ans comme diplomate auprès du directeur général de l'OMS. Donc j'ai vu ce qu'était l'OMS de l'intérieur en 2021-2022. Et je peux dire que, en tous les cas, au début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a trop fait confiance aux autorités chinoises. Elle a déclaré l'urgence de santé publique 1 semaine trop tard. Et dans mon livre, je m'énerve, j'appelle le directeur de l'OMS, je lui dis « mais il faut arrêter ceci, il faut arrêter les vols ». J'ai tout ça, j'ai toutes les preuves des textos, des SMS, des mails, où j'essaye de mobiliser aussi la communauté européenne. Je n'y arrive pas. Je demande le 24 janvier, j'appelle la Commission européenne, j'appelle Stella Kyriakides, la commissaire à la santé, en lui disant « il y a notre premier cas en Europe, nous devons avoir un Conseil des ministres européens, on doit s'organiser ». Elle ne savait même pas de quoi je parlais. J'ai mis 3 semaines pour obtenir un Conseil des ministres européens, 3 semaines. Il a eu lieu le 12 février, alors que je l'ai demandé le 24 janvier. Je n'arrivais pas, tout le monde pensait que c'était une grippette, et donc il y a eu aussi un déni de réalité. Pourquoi ? Je pense que chacun avait en tête, notamment en Europe, la grippe H1N1, qui a été beaucoup moins sévère que prévu. Et donc, les gens avaient peur, les scientifiques avaient peur d'être ridicules en tirant la sonnette d'alarme, en disant ça va être grave. Et on dit c'est une grippette, ça n'est pas grave. En réalité, des pays asiatiques qui ont eu à gérer 2 autres épidémies graves de coronavirus, le SRAS et le MERS, dans les années 2000, ont été beaucoup plus prudents que nous. Mais nous n'avons pas de contact avec Taïwan ou Singapour. En fait, on a des contacts avec les collègues européens. Donc moi, je n'ai pas vu ce qu'eux faisaient à ce moment-là. Mais j'ai essayé de faire le maximum. Il y a eu beaucoup de débats sur les masques, vous le savez. Les gens n'ont pas compris. Mais par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a, jusqu'au mois de juin 2020, expliqué qu'il ne fallait pas mettre de masque. Donc, comment vous faites quand vous êtes un pays, que vous êtes soumis au règlement sanitaire international, vous êtes soumis à l'autorité de l'Organisation mondiale de la santé et que vous n'êtes pas d'accord? Comment vous faites? Alors, c'est très compliqué, la population ne comprend pas.
Après, il y a eu beaucoup de débats sur les masques en France. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la France était le pays du monde qui avait le plus de masques au monde. Beaucoup de pays n'avaient pas de masques du tout, n'ont pas de stock de masques. Les Américains avaient 37 millions, nous on avait plusieurs centaines de millions. J'ai été la première au monde à commander des masques. Je les ai commandés le 21 janvier, avant même qu'il y ait un cas sur le sol européen. Mais ce que j'ai appris, et c'est là la mondialisation, et on ne se rend pas compte, c'est qu'en réalité, en commandant des masques, mon cabinet est venu me dire, mais toute la matière première, c'est comme les principes actifs des médicaments, toute la matière première, le tissu bleu, il est fabriqué à Wuhan. Et Wuhan est fermé du monde. Wuhan est confiné. Plus rien ne sort de Wuhan, plus rien ne sort de Chine. Et donc, nous n'avons pas de matière première. Ça, on ne l'a pas expliqué aux gens. La pénurie, c'est pas parce qu'on n'a pas pensé qu'il fallait des masques. C'est parce qu'en réalité, on n'a pas réalisé qu'il n'y avait qu'un seul site de production au monde de la matière première. Si un jour on a une épidémie de Ebola, il nous faudra des gants. Tous les gants sont fabriqués au Vietnam, en Thaïlande. Voilà. Et je pense qu'il y a un phénomène de mondialisation qu'on n'a pas bien identifié pour bien se préparer. Et moi, je crois que nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas tiré les bonnes leçons de la pandémie, nous n'avons pas suffisamment réfléchi collectivement à comment mieux se préparer à l'avenir. Il y a un traité international sur les pandémies qui est en discussion depuis 2 ans au sein de l'Organisation mondiale de la santé. En réalité, moi, je ne crois pas qu'un traité permette de régler les problèmes. Quand vous avez des pays totalitaires, quand vous avez des pays qui ne disent pas la vérité, vous ne pouvez pas vous préparer. Ça nécessite, pour gérer une crise, cela nécessite de la transparence et de la confiance. Or, force est de constater que le monde aujourd'hui est un monde bipolaire, de plus en plus dangereux, que la géopolitique internationale ne va pas être en faveur d'une préparation aux grandes crises sanitaires. Je ne crois pas que nous aurons une bonne coopération entre certains pays, je ne veux pas les citer, mais aujourd'hui le défi est immense et donc je pense que ça nécessite que la population sache aussi se prendre en charge, être acteur d'une crise. Plus une population est préparée, plus une crise se gère convenablement. Et je pense que je vois le professeur de santé publique. Je crois que ça nécessite aussi une bonne formation des populations. Les crises vont être non seulement sanitaires, mais climatiques, mais terroristes. Et donc nous allons vers un monde de multicrises, de crises de plus en plus complexes. Et nous avons besoin de populations de mieux en mieux préparées. Aucun gouvernement ne peut assurer à 100% à sa population une protection contre un événement climatique majeur, une épidémie. Voilà, nous avons besoin d'une population acteur des crises. Et ça, je crois que c'est la grande leçon de la pandémie. Alors moi, je vous écouterai pendant des heures, mais on a quelque chose de très important comme une pause café. Parfait. J'arrête. Après la pause café, il y aura la deuxième table ronde. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. J'ai beaucoup appris, non seulement en vous écoutant aujourd'hui, mais en vous écoutant hier, en préparant cette conférence. Et j'apprécie d'autant plus que je sais que vous repartez cet après-midi pour d'autres conférences loin. Donc je vous remercie énormément. Merci beaucoup.